Voici quelque chose d'extrêmement fréquent. Tu es en pleine rupture amoureuse, vous vous séparez, et tout à coup, quand tu regardes dans les statistiques sur tes réseaux sociaux, quand tu regardes tes notifications, tu vois que ton ex te surveille. Il est quasiment le premier à voir tes stories, il peut même parfois mettre des commentaires ou liker certaines publications, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que cette personne qui t'a dit on se sépare, on ne sera plus jamais ensemble, je ne t'aime plus, finit par continuer de te surveiller. Alors c'est pas t'espionner, mais il est toujours présent virtuellement. On va voir qu'il y a plusieurs cas de figure selon le moment où ça arrive et selon la manière dont c'est fait. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ça se passe et comment l'utiliser pour éventuellement vous remettre ensemble, écoutez bien cette vidéo. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, il y a un lien qui est juste en dessous pour appeler mon équipe. Parfois, on a aussi besoin d'exposer son problème particulier à quelqu'un qui est expérimenté. On est là pour ça, ça n'engage à rien. Appelez-nous, mieux vaut avoir un avis externe parfois que de faire une bêtise tout seul, fièrement, bloqué dans son ego. On est là et c'est juste en dessous. Selon le moment, ça va vouloir signifier différentes choses. Typiquement, il y a ce qu'on pourrait appeler, en première hypothèse, le doute sur sa décision. Alors, 100% des gens qui partent d'une relation amoureuse, pas 100%, mais un bon 95%, vont te dire des phrases comme « on ne sera plus jamais ensemble ». Ils vont te dire « je ne t'aime plus, mon attirance pour toi est passée, je ne souhaite pas, ce que tu as fait est trop grave, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse avec toi ». Et quand ils te disent ça, ils ont l'air extrêmement sûrs d'eux, ils ont l'air comme convaincus. Et c'est vrai que au moment où ils l'ont dit, ils étaient convaincus de ce qu'ils ont prononcé comme mot. Sauf qu'en réalité, quelques minutes après ou quelques minutes avant, ils n'étaient pas aussi sûrs. Parfois, on pense quelque chose un jour et on pense l'inverse le lendemain. C'est comme ça qu'on progresse dans la vie. On ne naît pas avec que des bonnes décisions en tête. On est d'abord des enfants, on pense parfois n'importe quoi, on progresse, on est adulte, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa vie amoureuse, personnelle. On peut dire quelque chose et changer d'avis au bout de quelques jours. On peut être sûr le lundi et être beaucoup moins sûr le mercredi. Dans chaque être humain, aucune décision n'est sûre à 100%. Aucune phrase prononcée ne sera obligatoirement vraie ou pensée quelques jours après. Ça signifie que, quoi qu'une personne dise, aussi sûre qu'elle ait eu l'air d'elle en te le disant, il y a toujours un doute, toujours une partie d'elle qui se dit « peut-être que je suis en train de me tromper en disant ça ». Sauf qu'en réalité, quand on veut quitter quelqu'un, on n'a pas le choix que d'être extrêmement sûr de soi, même si on ne l'est pas. Imaginez la situation que vous avez déjà dû vivre, mais dans l'autre sens. C'est vous qui partez, parce que par exemple, la relation ne fonctionne plus. Parfois, vous aviez un doute et pourtant, vous avez eu l'air sûr de vous. Parce que, d'une part, vous ne souhaitiez pas argumenter pendant des heures, donc vous avez utilisé des excuses acceptables socialement, comme par exemple « je ne t'aime plus », qui peut venir contrer ça? Personne ne peut lire dans ton cerveau, et forcément c'est un bon argument. « Je ne t'aime plus du tout, je ne reviendrai jamais ». Parce que déjà, quitter quelqu'un c'est compliqué, mais si parfois on laisse une dose d'espoir, on sait que l'autre va s'engouffrer dedans et qu'on risque de recraquer. Ça signifie que la plupart des gens s'annoncent comme étant sûrs à 100%, en réalité ils ne le sont pas, mais dans le process de quitter l'autre, c'est beaucoup plus simple à dire. Ça évite des discussions qui vont durer des heures ou des jours, ça évite de faire aussi de la peine à l'autre, que l'autre insiste infiniment. On se dit là, j'ai peut-être été un peu fort dans ce que j'ai dit, mais au moins je m'assure une chose, j'aurai pas 300 000 SMS ou textos par la suite. Donc la première chose, c'est qu'ils n'étaient pas si sûrs d'eux quand ils vous l'ont dit. La deuxième, c'est que ça peut changer. Et la troisième, c'est que lorsqu'on a aimé quelqu'un un jour, on l'aime quasiment à vie. C'est un espèce de lien indestructible. On se quitte souvent, non pas parce qu'on ne s'aime plus, mais plutôt parce que vivre ensemble, c'est devenu compliqué. Il y a eu par exemple beaucoup de disputes, il y a eu des choses qui ont été compliquées à gérer au quotidien, des compromis qui n'ont pas été faits, ou une différence d'objectif. Mais en réalité, on s'aime toujours. Et quand l'autre te dit « je ne t'aime plus », c'est juste encore une fois une excuse socialement acceptable qui fait que tu ne pourras pas le contrer sur ce genre d'argument. Et donc, ton ex regarde tes stories sans forcément savoir que tu peux le surveiller ou que tu peux être au courant de ceci, parce qu'il a besoin de se rassurer lui-même. Est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas? Ou est-ce que c'était pas juste une immense erreur? Et ça va osciller, parfois il va être sûr de lui, parfois plus du tout. Et en regardant chacune des stories, il peut en tout cas se poser la question et se demander « est-ce que j'ai fait le bon choix en partant ?» On va en reparler dans un instant. Deuxième chose qui fait qu'une personne, un ex, peut regarder vos réseaux sociaux, liker, commenter, ou alors simplement aller regarder une de vos stories, c'est l'habitude. On a longtemps partagé ensemble la même vie,
On était au quotidien ensemble, on faisait nos courses ensemble, on partait en vacances tous les deux, on rigolait ensemble, on dormait ensemble. Et puis du jour au lendemain, tout s'est arrêté. C'est dur pour le cerveau. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus dur pour celui qui se fait quitter, mais c'est également dur pour celui qui part. Parce que ton cerveau déteste les changements brusques. Dans les pires sources de stress au monde, il y a le déménagement. Donc imagine bien qu'une rupture, c'est non seulement un déménagement, c'est perdre toutes ses habitudes avec l'autre, c'est aussi perdre une partie de vos amis communs, c'est aussi perdre la personne qu'il aime, en l'occurrence vous, et c'est dur pour lui. Il y a donc un besoin d'accompagner le mouvement et peut-être quelque chose aussi, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, qui est un peu moins chouette. Il y a aussi une comparaison là-dedans. Un message implicite, si on lit entre les lignes lorsque quelqu'un part, lorsqu'il nous fait des reproches, c'est « je te quitte parce que je ne t'aime plus », mais si on regarde un peu mieux le message, c'est pas vraiment celui-là. On pourrait le reformuler en « je te quitte car je pense que je serai plus heureux ailleurs ». Encore une fois, c'est pas une question d'amour. De l'amour, il y en a. Je te quitte car je pense que je serai plus heureux, plus heureuse ailleurs. Et en l'occurrence, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on peut faire la comparaison. Ton ex peut regarder sa propre vie, voir où est-ce qu'il en est. Peut-être que ton ex pensait que l'herbe serait plus verte ailleurs, qu'il y avait des personnes chouettes comme toi à tous les coins de rue, et puis finalement, c'est pas le cas. Il y avait bien sûr des gens qui étaient géniaux, mais pas tant que ça lorsqu'on creuse un peu. Et puis peut-être que leur vie seule n'est pas si chouette. Et donc ils viennent vite comparer ta vie, parce que si ça se trouve, ils voulaient égoïstement une vie plus heureuse, mais c'est peut-être toi qui l'as aujourd'hui, cette vie plus heureuse. Parce que sur les réseaux, t'as l'air rayonnante, t'as l'air heureux, tout se passe bien. Lorsqu'on a fait un bout de chemin ensemble, on est quasiment identiques. On pense les mêmes choses, on mange les mêmes choses, on dort quasiment au même moment. On est sur un même chemin. Tu peux forcément faire la comparaison au moment où ça se sépare. Où est-ce que t'en es toi? Où est-ce que j'en suis moi? Il y a quelque chose d'introspectif aussi. C'est, est-ce que tu es heureux? Oui, mais est-ce que je le suis? Et si oui, est-ce que je suis plus heureux que toi? Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est toi qui es plus heureux? Il y a quelque chose aussi qui est assez égoïste dans la rupture. C'est je te quitte car je me pense mieux. Ou j'estime que je peux avoir une vie beaucoup plus heureuse sans toi. On revient sur cette comparaison et sur finalement un besoin de contrôle. Et c'est pas quelque chose qui est chouette au passage dans l'esprit humain, mais c'est quelque chose qui est juste normal. Tous les êtres humains font ça. On se sépare, faisons le point au bout d'un moment pour voir là où on en est. Ce que je recommande à toutes les personnes qui me contactent de faire, c'est généralement de faire un petit silence radio pour créer du mystère pendant quelques temps. On parle de 3 semaines jusqu'à 3 mois. Créer du silence, ne rien poster du tout. Et puis après ça, recommencer doucement, histoire que ça ait l'air cohérent. Pendant quelques semaines, j'ai fait mon introspection, j'ai bossé sur moi, j'ai créé du mystère et puis je recommence à poster des choses en douceur, en montrant ma vie parce que je suis en train de me réouvrir à nouveau sur le monde, à sortir à nouveau. Troisième point qui peut se passer, c'est le manque. Ils pensaient partir tranquillement, ils pensaient qu'il n'y aurait jamais aucun manque. Ils se sont dit, je te quitte car je suis mieux que toi, car je vais trouver mieux que toi ailleurs, car ma vie sera plus sympa sans toi. Mais au final, le manque arrive. Le manque, c'est insidieux. Ça arrive chaque jour un petit peu plus. Il te quitte le lundi, déjà le jeudi, ça commence un petit peu, le dimanche aussi. Et puis, ça va être de plus en plus insistant. Chaque chose dans leur quotidien va rappeler la vie que vous avez eue ensemble. Et là, ça va commencer à être dur. C'est sournois, c'est insistant, c'est une espèce de manque qui est lancinant, qui devient quasiment insupportable au bout d'un moment. Alors, ils ne voulaient pas que ça arrive lorsqu'ils sont partis. Ils ne voulaient pas qu'il y ait ce manque. Malheureusement, le manque, on ne le choisit pas. Surtout si vous êtes en silence radio et que vous cachez ce que vous faites aujourd'hui. Ça vient créer une forme de dissonance cognitive dans leur cerveau. Ils voulaient partir, ils étaient sûrs d'eux. Ils se retrouvent en manque total de vous, à pas réussir à gérer cette émotion. Et là, on est sur quelque chose de bon parce qu'ils sont en train de songer à vous recontacter ou à revenir avec vous. Ce qui nous fait arriver tout naturellement sur le point numéro 4, l'envie que vous reveniez vers eux et que vous fassiez le travail à leur place. Qu'on se mette d'accord, personne n'aime se faire rejeter. Ils sont partis fièrement, avec leur ego qui était comme ça, en te mettant plus bactère, et puis tout d'un coup, le jeu s'inverse, il y a du manque, et c'est eux qui veulent revenir. Ce qu'ils ne voudraient surtout pas, ce serait avouer que c'était une mauvaise décision, qu'ils vous ont fait souffrir pour rien, passer pour quelqu'un qui change d'avis en permanence, qui ne sait pas ce qu'il veut, et il y a quelque chose de compliqué à revenir vers vous. C'est se dire peut-être qu'ils vont revenir et que vous allez les envoyer promener. Ce qui serait très dur pour leur ego, ce qui aurait totalement, encore une fois, changé le jeu. Et puis même auprès des amis, comment faire pour justifier un retour? Ce serait en effet beaucoup plus simple s'ils n'avaient pas à prendre le risque de se faire rejeter par vous. Alors je sais ce que vous pensez.
Ce que vous voulez peut-être aujourd'hui, c'est que votre ex revienne. C'est qu'il soit à nouveau dans votre vie. Vous dites, mais bien sûr que non, je n'irai jamais le rejeter. Mais comment est-ce que l'autre pourrait savoir ça? Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir liker de temps en temps une publication, juste pour voir si vous venez liker aussi de son côté. Il va regarder une story discrètement, juste pour voir si vous allez aussi regarder l'une de ses stories, de manière à redémarrer de manière simple les interactions. Encore une fois, je reste ferme là-dessus, c'est à celui qui part de faire les efforts pour revenir. C'est eux qui ont su prendre un jour cette décision de partir, c'est à eux de faire les efforts pour revenir. Vous pouvez éventuellement, s'ils ont liké 10 fois, aller liker une fois une chose chez eux, et ça s'arrête là. On les laisse revenir. Pourquoi est-ce que c'est important, et pourquoi est-ce qu'il faut mettre un peu de fierté là-dessus? Parce qu'il y a quelque chose à apprendre à l'autre. Si on me quitte, on doit travailler dur pour me reconquérir. C'est ce qui vous assurera d'avoir un couple heureux par la suite. Parce que s'ils vous quittent, et que malheureusement, c'est vous qui courez encore après eux pour les faire revenir, ça signifiera qu'ils peuvent repartir par la suite. Une reconquête, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a la pire des choses sur Terre, c'est pas que ton ex ne revienne jamais, c'est que ton ex revienne et reparte au bout d'une semaine en se disant, dans tous les cas, je peux revenir quand je veux chez cette personne. Ça se passera bien. Cette personne courra toujours après moi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile et on se retrouve prochainement. Je rappelle qu'il y a toute mon équipe qui vous attend au téléphone. Le lien est juste en dessous, ça n'engage à rien et surtout, ça peut vous faire gagner gros, en l'occurrence, récupérer la personne que vous aimez selon votre cas spécifique. Salut à tous, bye.